Ismaël Zouber, chef de projet du SAR, schéma d'aménagement régional. Ah, tiens, bonjour, ça va? J'ai donc la lourde responsabilité de présenter ce document en cours d'élaboration, véritablement en cours d'élaboration, qui concerne l'avenir du territoire de Mayotte. Nous avons pris l'option de projeter le SAR jusqu'en 2050 et d'en faire non seulement un schéma d'aménagement régional, mais aussi un projet de territoire de développement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas seulement limité à construire un schéma tel qu'il est dicté, on a voulu aussi en faire un projet de territoire. Et c'est très important parce que c'est une grosse différence avec les territoires sur lesquels il y a déjà des schémas d'aménagement régionaux, où l'option c'est extrêmement réglementaire et nous on a voulu aussi avoir une projection sur le développement du territoire. Alors, le SAR, c'est d'abord pour le donner une indication, c'est un document d'orientation stratégique, c'est très important, et de planification du territoire, de planification spatiale. Ce schéma, à Mayotte, nous on a pris l'option d'avoir un seul document qui réunit l'ensemble des éléments qui composent le SAR, notamment le schéma d'aménagement, le schéma de mise en valeur de la mer, vous voyez écrit SMVM, le SRCAE, le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE, et schéma climat air énergie, le SRCAE. Dans d'autres situations, ces trois volets sont séparés dans des documents différents. Nous, on a voulu en faire un document intégrateur où l'ensemble des thématiques concernant le SAR sont intégrées parce que le SAR balaye plusieurs secteurs, plusieurs grandes thématiques d'aménagement et aussi les volets obligatoires un petit peu qui sont ces schémas intégrés. Je vais aller assez vite sur ces deux documents parce que ça prendra trop de temps. Vous voyez aussi que le schéma d'aménagement régional n'est pas seulement un document d'aménagement, il fait aussi la cohérence et l'articulation avec d'autres schémas sectoriels au-delà du SMVM, SRCE, SRCAE. Le schéma régional aussi intègre ou met en articulation plusieurs autres schémas qui sont déjà élaborés sur le territoire ou en cours d'élaboration. C'est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SR2I. Le CPR-DFOP, c'est celui qui concerne la formation professionnelle. Le SDTL, c'est celui du tourisme, donc ma collègue viendra en parler tout à l'heure. Le SDTAN, c'est celui concernant le numérique. Et les autres schémas, celui de la mer, de l'aquaculture, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et d'autres petits schémas aussi qui sont en cours d'élaboration à Mayotte ou qui sont déjà élaborés et validés et dont le SAR reprend les éléments. Alors, un petit mot sur la méthodologie ou la démarche qu'on a intégrée. C'est un schéma qui est élaboré de façon assez partenariale. Vous avez vu dans le premier document, son financement il est déjà partenarial puisque l'État, le conseil départemental, la CDC et l'AFD participent à ce financement. Mais au-delà de ça, c'est un ensemble d'espaces de réunion, d'espaces de concertation, d'espaces d'animation qu'on a ouverts, des ateliers de territoire, qui est un concept qu'on a un petit peu emprunté à la DHUP, au ministère de la Cohésion des Territoires, des éléments de concertation au niveau de COTEC et de la César. La César, c'est la commission d'élaboration du SAR, des séminaires des élus. Le prochain, il a lieu le 26 novembre. On a aussi une grosse maquette qui tourne dans toutes les communes et qui permet à la population de participer et de donner leur avis, d'amener leur vision du territoire et l'ensemble de ces éléments-là qui permettent aussi, sur un site internet interactif, puisqu'on peut apporter des contributions sur ce site internet à l'élaboration du SAR. Je vais aller assez vite parce que voilà. Les éléments du diagnostic qui sont retenus aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous donner la perspective que l'on avait pris pour le schéma de Mayotte. On a pris 2050, 30 ans, à partir de 2020,
et 500 000 habitants. 500 000 habitants, ce n'est pas un chiffre qui est pris au hasard, parce que quand on donne le chiffre, d'autres personnes disent c'est pas assez, d'autres disent vous n'allez jamais arriver à ça. Ce sont des chiffres indiqués par l'INSEE. L'INSEE, dans ses projections, comme l'INED dans ses projections, arrive à peu près à ce chiffre-là. C'est la perspective qu'on s'est donnée à 2050. Et ce chiffre de 2050, l'année 2050 aussi, ce n'est pas un hasard, puisque Mayotte étant un département et une région ultrapériphérique, aujourd'hui, on a aussi un instrument financier qui est très important, ce sont les fonds européens. Et les fonds européens sont sur 7 ans. Si vous faites 7 fois 5, ça fait 35. Et comme on perd toujours une année entre les interprogrammes, on arrive à peu près à 30 ans. C'est la raison pour laquelle on a pris cet enjeu de 2050. C'est donc l'enjeu qui est au-dessus aussi, c'est de construire Mayotte sur 30 ans et d'arriver au même niveau que les autres régions dans cette laps de temps. Vous verrez de quelle manière on va y arriver. Alors, premier élément, c'est que le SAR inscrit Mayotte au monde dans un environnement d'échanges international, des échanges internationaux. C'est le premier atelier qu'on a eu. C'est une volonté politique. Ce matin aussi, vous en avez parlé. C'est tous ces éléments-là. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin. Ensuite, tout ce qui relève de l'économie, je vais aller assez vite. Ce sont des éléments qui ont été repris sur le SR2I. Ensuite, là, un enjeu important du territoire de mon collègue Clément Guillermin va en parler tout à l'heure, c'est l'enjeu urbain. Mayotte, si on regarde aujourd'hui, il est soumis à 3 grandes pressions, si on peut dire. Une pression démographique importante, puisqu'on a une très forte croissance démographique. Une pression foncière qu'il faudra peut-être contrôler aussi, puisque ça, s'il n'est pas contrôlé, l'ensemble des projets, des grands projets du territoire auront du mal à se faire. Puis une pression de la croissance urbaine, de l'habitat, qui croît partout, il faudra contrôler. Donc la production urbaine doit être maîtrisée à ce niveau-là, et c'est un enjeu aussi du SAR. Je ne lis pas les diapos, parce que ça c'est le diagnostic et les prospectives, donc on a un petit peu les éléments qui font le diagnostic là-dessus. Voilà. On a aussi l'autre élément sur les besoins dans le domaine de la santé, du médico-social. Je vous laisse lire les chiffres. Pour rappel, le diagnostic est disponible. Il a été réalisé, disponible. Les personnes qui souhaitent le consulter, s'ils donnent les éléments, on peut le transmettre. Parce que là, je n'ai pas le temps de tout donner. Donc, on peut vous transmettre ces éléments de diagnostic. Et on peut encore faire des contributions sur ces éléments via le site Internet. Donc, tout ce qui sera dit sur le site Internet sera repris pour améliorer un petit peu le diagnostic. Il est toujours en cours d'évolution. Le domaine de l'éducation et de la formation. Tout à l'heure, quand j'ai dit la pression démographique, on a une deuxième problématique à Mayotte, c'est une problématique de jeunesse. C'est un territoire très jeune au niveau de ses institutions, très jeune au niveau aussi de sa population. Et donc l'enjeu principal, c'est la formation de cette jeunesse-là. Et pour former cette jeunesse, il faut des écoles, il faut aussi peut-être aussi des universités sur place, il faut des centres de formation professionnels sur le territoire pour former les jeunes qui vont construire Mayotte demain et des jeunes qui sont dans les besoins du territoire. On peut les former à l'extérieur, mais c'est mieux aussi de les former sur place. Et tous ces besoins édictés demandent aussi de l'espace et de l'aménagement et de l'organisation du territoire pour savoir où est-ce qu'on met ces équipements-là. Voilà, le tourisme, je passe un petit peu parce que ma collègue viendra en parler tout à l'heure. Je vais aller assez vite parce qu'on a 15 minutes. Donc, voilà. L'activité agricole, les besoins aussi. Voilà. Voilà les petits peu les enjeux où on peut situer. Donc voilà, en 2050, on aura entre 75 000 enfants de 3 à 10 ans. Et vous voyez les besoins du territoire en matière d'équipement, de classe, pour répondre à cet accroissement démographique.
Ça, c'est le second degré. Et puis, vous aurez une table aussi pour les établissements de santé, les équipements sportifs, voilà, les équipements culturels. Voilà. Là, c'est pour l'instant, c'est ce qu'on nous, on a pressenti dans le diagnostic. Le prochain séminaire des élus, on va travailler sur le projet du territoire et ce sera aux élus de déterminer combien est-ce qu'on a mis, où est-ce qu'on projette de mettre ces établissements-là. Donc c'est une décision politique qu'il faudra prendre là-dessus. Mais là, ce sont les grandes orientations qui se dessinent déjà. Voilà. Les grandes orientations du SAR aujourd'hui, c'est un document qui est en cours d'écriture, donc le SAR est en cours d'élaboration, donc voilà, c'est en cours d'écriture. Le premier élément qui ressort, c'est un besoin de rééquilibrage du territoire par l'ouest. La situation aujourd'hui de Mayotte, c'est que nous avons une conurbation qui va de Dembéni jusqu'à Longoni, de ce côté est où nous sommes, et qui concentre 70% ou voire 80-75% de la population et 70% de l'activité, l'ensemble d'activités, que ce soit l'activité économique, l'activité administrative, les services publics, les services aux entreprises, tout est concentré dans cette zone. Et quand vous regardez l'autre côté, toute la frange ouest qui va de Chirongi en passant par Sada, Kombani, jusqu'à Msangamoji, c'est une zone quasi vide, où il n'y a pas d'activité. Ce qui amène à ce que toute la population de Mayotte qui travaille s'oriente vers cette partie-là et qui crée des embouteillages, qui crée une asphyxie un petit peu de cette zone-là. La volonté qui émerge aujourd'hui, la préconisation, c'est de rééquilibrer le territoire par l'ouest. Mais quand on parle de rééquilibrer un territoire, ce n'est pas seulement de déplacer quelques administrations ou quelques services. C'est véritablement déplacer ou faire installer des administrations, des services publics, des grands équipements sur un territoire. Il ne faut pas jouer au petit gagnant, on s'arrange avec des choses. Non, il faut véritablement basculer le développement de l'autre côté aussi. Cela ne veut pas dire qu'on va dépouiller Mamoudzou de cette zone, de ses activités. Non, c'est de faire un vrai rééquilibrage, amener des vrais services qui permettent aux personnes qui vivent dans cette zone-là d'avoir de l'activité, d'avoir de l'emploi, d'avoir des services publics, des équipements de santé sur cette zone-là, sans qu'il y ait besoin de tout venir ici. C'est ce troisième pôle d'équilibre qui est pressenti avec le pôle Mamoudzou, le pôle Longoni. C'est ce troisième pôle d'équilibre qui se dessine. À côté de ce pôle d'équilibre ouest, on envisage aussi d'avoir des pôles d'équilibre secondaires qui seront du côté de Chirongi, du côté de Dembéni, c'est aussi un pôle d'équilibre, mais aussi au nord, entre Longoni et Dzoumogné, avoir aussi des pôles secondaires qui travaillent. Le troisième élément, et ça c'est mon collègue qui va en parler, c'est que le SAR aujourd'hui, il est en articulation très forte avec les OIN. Les OIN, ce sont des opérations qui sont en cours de montage en ce moment et qui vont travailler beaucoup sur l'urbanisme et l'aménagement urbain. Beaucoup, mais il en parlera tout à l'heure. Voilà, et à la fin de ce travail, il faudra qu'on arrive à définir une cartographie des vocations des territoires pour que chaque territoire participe au développement général de Mayotte. Voilà. Je prends l'enjeu qui est en bas, c'est que l'enjeu qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de construire un modèle de développement qui réponde à ce besoin massif de croissance sur le territoire, de développement du territoire, et le concilier avec les espaces agricoles qu'il faudra préserver. Il ne faut pas faire de l'urbanisme à tout va, il faut limiter un petit peu, peut-être aussi en densifiant par le haut. La ressource en eau qui est un problème sur le territoire qu'il faudra résoudre, mais aussi tout ce qui est de l'environnement et de l'écologie, qui sont des éléments qui seront repris dans les documents que j'appelle tout à l'heure, le SRCE et le SRCAE, qui créent les couloirs de la trame verte et bleue. Voilà. Alors, voilà, pour terminer aussi, donner un petit peu, parce que là aussi on en parle de c'est un forum économique, donc il faut donner des éléments d'investissement pour que les gens voient un petit peu les projets. Ce n'est pas encore fini, ça fait partie des projets qui seront en discussion,
qui sont en cours d'élaboration, puisqu'on a seulement arrêté le diagnostic. À l'heure actuelle, le seul document qui a été validé, presque validé, c'est le diagnostic. Là, on commence à travailler sur la perspective 2050, que j'ai cité tout à l'heure, à l'horizon 2050, de travailler sur les grandes orientations que j'ai définies un petit peu, mais aussi d'aller de plus en plus loin vers le projet de territoire. Voilà. Dans les grands projets de territoire, il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent déjà et qui seront soumis aux élus pour en débattre et pour prendre des décisions. Voilà. Ce sont ces grands équipements qui se dessinent dans ce schéma. Voilà, pour synthétiser un petit peu ce SAR, voilà un petit peu les éléments qui vont composer ce document. C'est un projet de territoire qui est collectif et partagé, d'où toute cette concertation autour du SAR. Le SAR, c'est aussi un document réglementaire, un outil de planification, un projet de développement opérationnel, ensuite un programme d'action qui sera à planifier sur 30 ans, quand je parlais des 5 projets territoriaux, une stratégie de mise en œuvre avec une priorisation, donc tout à l'heure la stratégie foncière à Mayotte, qui est très importante d'avoir une vraie stratégie foncière, puisque l'ensemble de ces équipements dont on aura besoin demande aussi d'avoir des fonciers, et c'est d'où l'intérêt d'avoir cette carte de vocation du territoire. Ensuite, des conditions de réussite. Alors, pour réussir ce projet, c'est avoir un pilotage opérationnel, un partenariat financier autour de l'État et des institutions, et des instruments d'ingénierie financière qui sont à construire grand projet par grand projet. Je voudrais juste rappeler au niveau du deuxième document, le document réglementaire. Le SAR est un document de planification. Il y a une grosse différence entre le document de planification qui est le SAR et les opérations OIN qui sont des opérations d'aménagement. Un document de planification, ça édicte des règles. Ça fixe des règles, ça fixe la destination des espaces, alors que les opérations type OIN sont des opérations d'aménagement qui vont déjà travailler sur le terrain et produire déjà de l'urbain, produire la ville ou reconstruire la ville là où il doit avoir besoin de faire des démolitions, de reconstruction. C'est une très grande différence à tenir. Parce que souvent, on fait la confusion que le SAR, c'est un document d'opération. Ce n'est pas un document d'opération, c'est bien un document de planification. Voilà un petit peu le calendrier du SAR qui se dessine aujourd'hui. Vous voyez où est-ce que nous en sommes. Nous sommes au mois de novembre. Donc le prochain atelier, c'est celui du mois de décembre, le 4 décembre. Le projet partagé pour tous, qui aura lieu à Congo et à Akwa. L'ensemble de ces ateliers ont été faits sur des secteurs du territoire. Le premier atelier, c'était à Longoni et au centre-ouest. Le deuxième, c'était ici et en Petite Terre. Le troisième était à l'Interco-Sud. Et le quatrième aura lieu au nord. Donc, nous avons visité tous les territoires de Mayotte. Ensuite, appuyé par la maquette Uparana qui fait le tour aussi des communes pour que chaque habitant du territoire ait l'occasion de contribuer à cette élaboration du SAR. Voilà un petit peu le schéma très résumé de ce que je voulais présenter en 15 minutes pour qu'on puisse avoir une vision de ce qui se dessine sur l'avenir du territoire dans ces prochaines années. Merci. Bonjour à tous. Donc Clément Guirmin, directeur de la stratégie et des opérations à l'EPFAM, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Je vais prendre ces quelques minutes en complément de la présentation d'Ismaël sur le SAR, qui est vraiment ce cap, cette vision à long terme, pour vous parler de la façon dont à l'EPFAM on travaille, nous, à la mise en œuvre opérationnelle de ces grandes orientations et de cette vision à très long terme. Pardon. La question de comment est-ce qu'on met en œuvre de manière opérationnelle toute cette stratégie, c'est en réalité 4 questions. La première, c'est où on développe. La question de cette répartition de l'offre. Donc je ne reviendrai pas sur ce très fort besoin de rééquilibrage du territoire qui vous a été présenté. Ce qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'il y a un enjeu majeur à bien choisir où est-ce qu'on va lancer de nouvelles opérations. Le plus évident, c'est déjà de lancer des opérations là où le besoin est exprimé, mais comme l'a expliqué Ismaël, l'idée c'est aussi d'anticiper l'ouverture de nouvelles opérations à des endroits où on pressent qu'il y a des futures polarités de développement dont il va falloir accompagner l'émergence. Voilà. Je ferai un petit focus à ce sujet-là sur l'opération d'intérêt national. La deuxième question,
c'est quoi et combien. Qu'est-ce qu'on développe, pour qui? Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que les besoins sont énormes. Hein. Si on reprend les horizons 2050, 500 000 habitants, ça veut dire au grand minimum au moins 60 000 logements neufs. On va probablement être au-delà de 100 000 pour ne serait-ce que couvrir la croissance démographique qui est constatée au rythme actuel. Si on regarde même sur le volet activité économique, ne serait-ce que pour se rapprocher des ratios de surface de plancher disponible dans les eaux de DOM, pour de l'activité économique, il faudrait produire quasiment 1 mètre carré de locaux de surface économique par habitant. On en est très loin aujourd'hui. Ça voudrait dire, à horizon 2050, quasiment 500 000 mètres carrés à produire. Et puis, de manière un peu plus générale, des besoins d'équipement, de mise à disposition de foncier agricole, etc. etc. Voilà. Troisième question, c'est comment la stratégie qualitative. On veut produire, certes, on veut développer, certes, mais comment, de quelle façon? Nous, pour l'instant, à l'EPFAM, on se donne 3 fils rouges sur ces questions-là. La première, c'est la question de la résilience. Développer des nouveaux quartiers, c'est bien. Encore faudrait-il que pour que ça puisse être vraiment des espaces d'opportunité, il faut qu'ils soient pérennes dans le temps, c'est le minimum. Et pour ça, il faut effectivement se poser la question dès le moment où on les conçoit, de la façon dont on prend en compte l'évolution du contexte, et notamment vis-à-vis des risques naturels, qui sont une problématique très présente à Mayotte, et puis de la tension qu'il peut y avoir sur la disponibilité des ressources. Les 2 principales qu'on peut citer en premier, ça a été déjà dit, l'eau, mais aussi l'énergie. Donc la question, c'est comment est-ce que demain on fait des quartiers qui déjà ont une consommation d'énergie raisonnable, d'énergie d'eau raisonnable, en tout cas de ressources, consommation de ressources raisonnable, et voire même demain comment est-ce que ces nouveaux quartiers peuvent contribuer à capter et à valoriser cette ressource-là, comment est-ce que les nouveaux quartiers vont contribuer à la production d'eau, vont contribuer à la production d'électricité. Voilà, c'est les questions qu'on se pose quand on traite nos projets. Deuxième fil rouge, la qualité du cadre de vie. Ça sert à rien de développer des quartiers si personne n'a envie d'y venir. Donc ça, c'est un enjeu un peu transversal, c'est un poncif en apparence, mais c'est quand même un gros enjeu pour les aménageurs que nous sommes. Et on pense aussi que cette question de la qualité du cadre de vie, en fait, est intimement liée à la façon dont nos futurs quartiers vont s'insérer dans leur environnement. Voilà. L'idée, c'est pas de faire des nouveaux quartiers comme on mettrait un coup de pinceau sur une toile blanche. On prend un site, il a des qualités, il a des fragilités. L'idée, c'est qu'en intervenant pour aménager ce site-là, on tire parti, on valorise ses qualités et puis on résorbe les difficultés qu'on peut y trouver ou qu'on consolide les points de fragilité qu'il peut y avoir. Voilà. C'est ce qu'on appelle, nous, l'approche écosystémique de nos projets. Nos projets, en fait, nos petits morceaux de ville qu'on va produire s'intègrent dans un écosystème. Voilà. Et c'est pas juste pour le plaisir des mots qu'on dit ça, c'est parce qu'on est intimement persuadé que cette approche-là, elle est porteuse de qualité et du coup d'attractivité pour ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Voilà. Et dernière question, peut-être un deuxième niveau, un tout petit peu annexe, c'est une question de méthodologie. Indépendamment du contenu opérationnel de ce que sont ces projets d'aménagement, on sait que ça va aussi être de fortes opportunités pour plein d'activités annexes et que toute l'activité que ça va générer doit nous permettre aussi de nous positionner intelligemment pour que ça favorise le développement de filières locales, de monter en compétences aussi, de monter en compétences de l'ingénierie locale, la mise en place de circuits circulaires. L'idée, c'est encore dans un objectif général de résilience, de s'organiser pour que ce qu'on produit pour Mayotte puisse en partie venir de ressources locales et bénéficier à l'émergence de filières locales. Voilà. Tout petit focus sur l'opération d'intérêt national. Je sais qu'il faut que j'aille vite. Comme le disait Ismaël tout à l'heure, ça c'est un sujet qui peut parfois être un petit peu confondu avec le SAR. C'est une démarche concomitante. Il se trouve que l'opération d'intérêt national, c'est un outil d'urbanisme réglementaire. Je vous passe le détail, mais en gros, c'est un outil que l'État a à sa disposition pour dire, voilà, j'estime qu'ici, à Mayotte, il y a un enjeu de développement qui relève non pas de l'intérêt local, mais de l'intérêt national. Et à ce titre-là, moi, en tant qu'État, je m'engage de manière plus forte qu'à l'accoutumée pour l'aménagement opérationnel de certains secteurs sur lesquels je considère qu'il y a un vrai effet levier. Voilà, l'idée, c'est pas d'intervenir de partout, mais de choisir les morceaux stratégiques sur lesquels, par son implication un peu plus soutenue que d'habitude, l'État pourra favoriser le lancement d'une nouvelle dynamique.
Donc la distinction, le SAR, c'est la planification, le cap stratégique à long terme, l'OIN, c'est l'opérationnel. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce stade, l'OIN, c'est des secteurs stratégiques qui ne sont que de gros patatoïdes sur la carte de Mayotte. Il y a une étude de définition qui est en cours et qui doit aboutir tout début d'année prochaine à la définition très précise de périmètre opérationnel et qui feront l'objet d'un décret de création en tout début 2020. Voilà. Et les suites, évidemment, c'est le lancement d'opérations concrètes par les femmes, accompagnées éventuellement d'autres acteurs. Voilà. Sur le terrain, quand on intervient, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La première chose, c'est que la situation à laquelle on est confronté de manière très opérationnelle, c'est un constat qui ressemble globalement à ça, un besoin général qui est caractérisé par une forte démographie, une forte croissance démographique et des contextes de sous-équipement, et ponctuellement des problématiques de sous-densité, d'insalubrité de l'habitat même très précaire, et des villes parfois sous-équipées en termes d'assainissement ou autres problématiques qui peuvent avoir des impacts environnementaux. Face à ça, trois modalités d'intervention. La première, extension urbaine. On fait de nouveaux quartiers. Vu l'ampleur du besoin, on pourra pas s'en passer ici. Mais il ne faut pas oublier pour autant le fort enjeu de travailler sur la ville existante. Ici, on appelle ça recyclage, mais de manière générale, c'est restructurer la ville existante, en améliorer son organisation, en améliorer sa capacité d'accueil. Il faut que demain, dans la ville existante, on puisse faire plus de logements, plus de place pour les activités économiques, pour profiter des aménités qui sont déjà là, mais aussi pour limiter l'étalement urbain sur des milieux naturels ou des milieux agricoles dont on sait qu'ils participent à la valeur du territoire. Et enfin, sur les quartiers vraiment très dégradés, où là, on sera plus au-delà de la logique de recyclage, sur une logique de résorption. Voilà, et de manière transversale, à l'EPFAM, comme on a une casquette SAFER, mais j'y reviendrai juste après, on essaye chaque fois qu'on intervient, en fait, d'intervenir aussi de manière transversale sur la restauration des milieux naturels et sur la valorisation des activités agricoles. Voilà, bon, je vous passe le détail, mais de manière générale, sur tous nos projets, on a des composantes programmatiques, on fait du logement, du développement économique et de l'équipement. Voilà. Le rôle de l'EPFAM dans tout ça, c'est quoi ? L'EPFAM, c'est un établissement public qui est tout jeune, il a moins de 2 ans, il a 2 ans si, maintenant, il a été créé fin 2017. Il a vocation à être un outil au développement du territoire, en partenariat avec les collectivités. Chaque fois qu'on a un projet d'aménagement, il fait l'objet d'un partenariat avec les collectivités. Et la gouvernance de l'EPFAM, c'est un conseil d'administration avec 6 représentants État, 6 représentants collectivités. Voilà. On intervient dans le cadre de nos 3 champs d'activité. L'aménagement urbain, on est opérateur d'aménagement, donc on prend du foncier, on achète du foncier, on l'aménage et on revend du foncier constructible. On le revend à qui ? On le revend à des constructeurs de logements, on le revend à des particuliers, à des chefs d'entreprise, etc., etc. L'idée, c'est de couvrir toute la palette des besoins de Mayotte en termes de foncier aménagé. Deuxième casquette, opérateur foncier. On intervient indépendamment de nos projets d'aménagement en tant qu'établissement public foncier, c'est-à-dire aux côtés des collectivités pour les accompagner dans leur démarche et la mise en œuvre de leur stratégie foncière. Et troisième casquette, on a aussi les missions d'une SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc à ce titre-là, on accompagne la structuration et l'essor de toutes les filières agricoles du territoire. Voilà. Et quelques chiffres pour terminer. Sur la dizaine d'opérations qui sont en cours pour l'instant à l'EPFAM, on a 3 zones d'activité économique, un pôle écotouristique. Le reste, c'est des opérations plutôt mixtes. Et pour les plus avancés, on est sur un foncier en développement qui correspond à l'équivalent de 5 à 6 000 logements, 250 000 m² de surface de plancher pour les activités économiques, etc., etc. Donc ça, c'est des opérations qui sont engagées, c'est des opérations au cours long, ça ne sort pas en un claquement de doigts, mais c'est très concrètement des opérations qui sont vraiment dans des phases opérationnelles. Voilà. Un dernier petit parallèle sur toutes les opportunités annexes qui vont être créées. On sait que toute notre activité sur de l'aménagement urbain, il y a tout un écosystème de production de la ville que ça va mettre en activité. Donc on sait qu'il y aura aussi énormément d'activités dans les années à venir sur tous les secteurs du BTP, des entreprises de travaux. Il y a aussi énormément de potentiel sur tout ce qui va être la question des matériaux de construction et notamment le développement de filières locales pour réduire un peu la dépendance aux matériaux d'importation. Et puis tout ce qui est monté en compétences sur de l'ingénierie urbaine, l'ingénierie écologique, de l'expertise sur le développement urbain durable, la gestion des ressources, eau, énergie, etc., etc.
Voilà, et je vais terminer avec quelques illustrations. 3 morceaux choisis de notre portefeuille d'affaires aujourd'hui. Une zone d'activité économique qui arrive en fin d'étude de faisabilité en Petite Terre, hein, sur la pointe nord de Petite Terre, la ZAE des Badamiers. On est sur un programme d'environ 100 000 m² de surface de plancher, avec mise en valeur et traitement d'une bande paysagère sur le littoral, et puis à terme, interconnexion avec un projet d'appontement transport de marchandises qui est porté en maîtrise d'ouvrage conseil départemental. Donc voilà un exemple de zone d'activité économique par les femmes. Un projet un peu atypique dans notre portefeuille d'affaires, la zone écotouristique d'Anyondrou, sur la commune de Bouéni. On est au cœur de la vallée de la baie de Bouéni. Un programme d'une 25 hectares qui offrira pas mal d'opportunités, que ce soit pour des loisirs à destination des habitants de Mayotte aujourd'hui, et à terme des activités qui ciblent plutôt du tourisme exogène. Donc là, on aura tout. On aura des activités, pôle vélo, piscine, une base nautique qui sera réalisée en partenariat avec le conseil départemental dans le cadre de son projet de pôle sportif d'excellence à Meilleray-Rény. Bon voilà, j'en passe et des meilleurs, mais on est sur un programme de loisirs et de tourisme à Bouéni. Et enfin, une opération qui est assez représentative de ce qu'on essaye de faire sur nos opérations mixtes, la ZAC de Tsararano d'Embéni. Bon voilà, quand je vous disais mettre en valeur le cadre dans lequel on s'insère, cette photo illustre quand même bien la qualité et la richesse du territoire mahorais qu'il faut réussir à préserver pendant qu'on le développe. Donc là, on est sur un projet de ZAC à environ 1600 logements, 25 000 m² de surface de plancher en activité économique et équipement de manière générale. Un projet qui se veut assez ambitieux en termes de soucis environnementaux. On est engagé dans une labellisation écoquartier. L'idée, c'est que ce quartier puisse même à terme être connecté au futur projet de Caribus et à la desserte de transport maritime sur la plage d'Iloni. Voilà, 2 dernières illustrations sur ce même projet. La préservation de la vallée agricole avec tout l'environnement assez riche du Mronwan-Mbéni. Un projet de développement urbain qui se met en retrait sur les pieds des coteaux pour à la fois préserver la richesse environnementale de ce secteur-là et puis en faire bénéficier tous les futurs habitants de ce quartier-là, puisqu'on s'insère quand même dans un environnement d'une très très grande qualité qu'il faut savoir préserver.